Catherine, Oui. les gens sont là. Ah bon, déjà? Oui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ils sont là. Ah mais écoute, ils sont trop en avance, hein. Moi je suis pas prête. En avant, non, faut y aller, Catherine. Non mais j'ai pas fini, je mets mon rouge à lèvres. Catherine, c'est pas le moment. Avec nous, Catherine, Non, on y j'ai va. pas fini, tu m'excuseras. Me mets pas de stress. Ah, tu vas pas encore me faire le Ah non mais écoute, tu mets le stress. Ils sont là, on y va. Non mais là je peux pas. Là, non mais écoute, c'est Je te dis, insupportable. on y va. Je peux Tiens, plus jouer reste au avec cinéma. toi. Allez, arrête de faire ta charge. Je joue plus avec toi, c'est fini. Je te dis. Bonsoir. Je suis Catherine Deneuve. Je suis comédienne professionnelle. Bonsoir, je suis Didier Bourdon et je suis comédien professionnel également. Bienvenue à tous. Et merci beaucoup d'être là. Alors on ne va pas se mentir. On ne va pas y aller par quatre chemins. Si vous êtes là avec nous ce soir, c'est que vous avez un problème avec le théâtre. Alors attention, vous avez un problème avec le théâtre, mais à la fois vous avez envie de le dépasser, ce problème. Eh bien, ça tombe bien, parce que nous sommes là pour ça. N'est-ce pas, Didier Bourdon? Tout à fait, Catherine Deneuve. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout minoritaire, bien au contraire. C'est un problème qui est assez commun, et il suffit à ce sujet de regarder les chiffres du ministère de la Culture, qui sont assez éloquents. Et très instructif aussi. En effet, d'un côté, le théâtre arrive dans le centre d'intérêt culturel préféré des Français. Juste derrière la lecture et à égalité avec la sortie patrimoniale. Donc, on sent une vraie demande, un vrai besoin. Une attraction forte. Et de notre côté, dans la pratique, eh bien, c'est tout le contraire. D'après une étude du ministère de la Culture, seuls 12% des Français entretiennent un rapport familier au théâtre qu'ils disent fréquenter régulièrement. C'est-à-dire au moins 2 fois par an. Voire très régulièrement. C'est-à-dire entre 4 et 5 fois par an, pour une toute petite minorité toutefois. Malheureusement, la sortie au théâtre produit encore chez 70% de nos concitoyens une légère inquiétude. Quand pour 18% d'entre eux, sa seule perspective déclencherait une angoisse sourde. Et là, je vois dans la salle des visages qui s'éclairent, des sourires. Là, je pense que certains d'entre vous se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Ah oui, je Se reconnaissent. Catherine. Ah, je les reconnais. Alors, tant mieux si ça vous fait sourire, hein, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout de dramatiser. Mais en même temps, on sait aussi combien le sentiment d'être exclu des grands événements qui font la vie culturelle de notre pays peut être une souffrance. Et c'est la raison qui a poussé le théâtre de la Petite Gaillarde, en coordination avec le ministère de la Culture, à mettre en place ce programme « Qu'est-ce que le théâtre ?» Alors, pas d'inquiétude, hein. Nous n'allons pas vous faire un cours théorique sur le théâtre. Non, Qu'est-ce que le théâtre est avant tout un programme de détente. Mais c'est aussi un programme d'information qui va tenter d'appréhender les questions nombreuses que vous vous posez sur le théâtre. Questions pour lesquelles vous manquez cruellement de réponses, et parfois, disons-le, tout simplement, d'outils. Alors, quelles sont-elles, ces questions? Sans trop réfléchir, jetons-les en vrac, pour commencer, telles qu'elles nous viennent le plus communément à l'esprit. Je sais que certains d'entre vous se reconnaîtront. Pourquoi réserver si longtemps à l'avance? Comment dépasser l'angoisse de la réservation? Est-ce qu'on doit s'habiller d'une façon spéciale? Est-ce qu'on doit connaître la pièce avant? Est-ce qu'on doit lire les critiques? avant ou après? Est-ce qu'on doit être d'accord avec la critique? Et le programme? Est-ce qu'on doit lire le programme? Et qu'est-ce qu'on doit en faire? Oh, est-ce qu'on peut tousser? Quand est-ce qu'on peut tousser? Est-ce qu'on peut manger des trucs en regardant le spectacle? Est-ce qu'on peut retirer ses chaussures? Est-ce qu'il y a de la place pour les jambes? Pourquoi on est mal assis? Est-ce qu'on doit applaudir à l'entrée de chaque comédien? Est-ce que sur scène, tout est faux? Aïe, bah alors,
Est-ce qu'on a le droit de s'ennuyer? Est-ce qu'on peut rire tout seul? Est-ce qu'on va me faire monter sur scène? Est-ce qu'on a le droit de partir en cours de spectacle? Non. Est-ce qu'on s'amuse plus sur scène que dans la salle? Oh, tu sais, c'est comme quand on jouait Glock. Qu'est-ce qu'on s'énerve? Ah, mais ça fait. De quoi souffrez-vous? Ouh, bah alors, ça me chatouille. Hein. Peut-être bien que ça me gratouille aussi. Soyons précis. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me gratouille, mais ça me chatouille les mains un peu aussi. J'adore. Ah, c'est cette scène de Snow qu'elle est Oui, vraiment c'est super bien. trop, j'adore la faire, c'est trop. Ouais. Ah, je sais pas, c'est ça. Et enfin, est-ce qu'on va se faire chier? Alors, afin d'aborder toutes ces questions, on va tout simplement se mettre en situation d'aller au théâtre. Et puis on va faire le déroulé de cette soirée en suivant un plan assez simple, pour pouvoir effectivement voir quelles sont les peurs, quelles sont les barrières, quels sont les freins. 1, y aller. 2, y être. 3, après, quoi faire? Catherine, on y va? Eh bien oui, on y va. Allons-y. Voilà. Mais t'es sérieuse? Il y avait une page à refaire, tu fais un truc comme ça? Bah, c'est clair, non? C'est clair, C'est pas grave, on est pas tout simplement, on va décider d'aller au théâtre. Et cette décision va avoir lieu quelques jours avant la sortie proprement dite. Et c'est pourquoi on peut dire qu'aller au théâtre est d'abord une perspective. Que nous noterons grand P. Perspective pourquoi? Parce qu'on se projette dans le fait d'aller au théâtre. Parce qu'au théâtre, les spectacles sont annoncés longtemps à l'avance et quand on ne fait pas la démarche de s'abonner, l'usage veut au moins qu'on réserve sa place. Donc, on va se documenter, lire le programme, regarder les résumés, éventuellement les critiques, les commentaires, et finalement, on va jeter son dévolu sur un ou plusieurs spectacles. Et si pour certains, tout ça se fait très simplement, pour d'autres, cela va créer de l'angoisse. Grand A. Et cette angoisse Grand A. va tomber sur du renoncement. Grand R. C'est l'impasse du PAR. le syndrome perspective, angoisse, renoncement. Alors, pour que les choses soient bien claires, nous allons tout de suite illustrer le phénomène. Tiens, tu sais, j'ai pensé. Il passe à Shakespeare en ce moment au théâtre. Ah oui? On pourrait peut-être prendre des places. Bien sûr. Fais voir. Oh, bah dis donc, ça a l'air vachement bien, hein, vachement intéressant. J'appelle alors. Je réserve. Bien sûr, appelle. Bonjour madame, je voudrais réserver 2 places pour Shakespeare samedi, c'est possible? Oh, formidable! Je dois réserver directement avec ma carte bancaire ou sur place au moment de retirer mes billets? Sur place, ah, c'est extrêmement pratique. Alors c'est entendu, 2 places pour samedi. Je vous remercie. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été bien accueillie et d'avoir bénéficié d'un service de qualité. C'est bon pour samedi? C'est super. Ça va? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? Tu trembles? je sais pas, mais c'est curieux. Voilà, mais ça va? J'ai l'impression d'avoir les mains qui gonflent. Fais voir, mais non, elles sont normales. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, je crois que je deviens aveugle. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du mal à respirer. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Mais annule, bordel! Annule, j'ai une crise d'angoisse! Oh, adulte, bordel, adulte, j'ai une crise d'angoisse. Oh, ah. D'une manière générale, quelle est la cause de A? Cette angoisse qui compromet si souvent la venue au théâtre. Eh bien, la plupart du temps, cette angoisse est liée à de fausses peurs, à des lieux communs, à des idées toutes faites sur le théâtre qui, sitôt évoquées, vont contrarier vos velléités de sortie théâtrale. Parmi ces fausses peurs, nous avons choisi d'aborder ensemble les plus emblématiques, pour regarder comment elles fonctionnent, De quoi elles sont faites? ce qu'elles nous racontent. Et surtout, combien elles reposent sur de fausses croyances. Commençons. L'objectif de cette première étape, c'est donc d'analyser toutes ces peurs pour nous permettre de les surmonter. Commençons donc tout de suite par la première d'entre elles, le très classique, plus on va au théâtre,
plus on vote à gauche. Absolument. C'est un poncif qui est bien accroché, même dans la jeune génération. Je me souviens par exemple de ce lycéen à qui je demandais « Mais pourquoi tu ne veux pas aller au théâtre ?» et qui m'avait répondu « Si je vais au théâtre, je vais devenir socialiste. » C'est arrivé une copine de ma mère. Oh. Alors il y en a qui sourient. Mais si vous souriez, c'est que vous aussi, vous avez déjà entendu dans votre fort intérieur cette petite voix qui dit « Ouh là là, le théâtre, ça fait un peu réfléchir. » Et réfléchir, c'est un peu un truc de gauchiste, non? Est-ce que je ne prends pas un risque? Alors oui, c'est vrai, le théâtre invite, pas toujours, mais parfois, Et quand c'est parfois, c'est tant mieux. à la réflexion. Mais en même temps, et toutes les études le montrent, aujourd'hui, on ne réfléchit pas plus à gauche qu'à droite. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. C'est une fausse peur dont il faut se débarrasser au plus vite. Aujourd'hui, vous pouvez aller au théâtre en toute sécurité, même si vous êtes de droite. Deuxième fausse peur, bien ancrée également. Si je vais au théâtre, je risque une embolie pulmonaire. Absolument. C'est une peur tenace. C'est le cliché du spectacle interminable où l'on va se retrouver mal assis, les jambes dans une position inconfortable. Du coup, le sang va stagner anormalement dans certaines portions du réseau veineux pour perdre de sa fluidité et finalement former un caillot à l'intérieur de la veine qui va provoquer une phlébite qui peut se compliquer d'une embolie pulmonaire. Mais il faut savoir que ça n'est jamais arrivé dans une salle de théâtre. Donc là encore, fausse peur, qui repose sur une idée fausse, elle aussi, qui voudrait qu'un spectacle dans le réseau du théâtre public dure entre 4 et 5 heures. C'est totalement faux! Rassurez-vous, la durée moyenne d'un spectacle dans le théâtre public était en 2021 d'1h38. Ce sont les chiffres officiels du Centre national du théâtre. Donc on y va sans crainte, aucun risque de ce côté-là. Bien. Et troisième fausse peur. Pour aller au théâtre, il faut un QI de 130. Eh bien là encore, c'est totalement faux. D'après une étude menée par l'unité de recherche en neuropsychologie cognitive de l'INSERM en 2003, si Molière était notre contemporain, il aurait un QI de 86. Et ce ne serait pas beaucoup plus brillant pour Victor Hugo, 2 siècles plus tard, avec un QI de 89,5. Et que disent-ils des salles qui applaudissaient leurs œuvres à l'époque? Eh bien, au regard du niveau d'éducation et de culture en France au XVIIe siècle, on constate qu'un QI moyen de 60 suffisait largement pour apprécier les femmes savantes. Quand on profitait pleinement d'Hernani, 2 siècles plus tard, avec un QI moyen en légère hausse à 72, mais très en deçà de notre moyenne actuelle, qui est de, Catherine, 98. Ça, c'est nous en moyenne aujourd'hui. Et 98, c'est un QI amplement suffisant pour voir tous les spectacles de théâtre contemporain, y compris les plus expérimentaux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette fausse peur, tout de même? Eh bien, tout simplement, c'est la peur de se sentir bête. Sentiment qui peut nous submerger quand, désorienté devant un spectacle qui ne nous raconte rien, on va tout d'un coup avoir l'impression que ce qui se passe sur scène est plus intelligent que nous, plus brillant, tellement complexe qu'on n'a pas les moyens intellectuels de l'appréhender. Quand en réalité, c'est le spectacle qui n'est pas très bon. Ça arrive, hein. Et la réponse se retrouve face à des spectacles un peu moyens, voire complètement nuls, mais tellement bien emballés dans un semblant de veau d'art que les moins aguerris d'entre nous vont se laisser impressionner et se faire avoir. Bon, alors nul, attention, on parle là de pratiques très marginales. Le spectacle nul n'existe pas. Je veux dire, c'est quand même enfin... Il n'y a pas normalement de pièces nulles programmées dans les théâtres. La pièce nulle, par définition, n'est pas diffusée. Aujourd'hui, on peut se faire une grosse saison théâtrale sans jamais rencontrer de pièces nulles. Bon, et puis il faut bien comprendre que pendant longtemps, le théâtre a été une pratique amateur. C'était vrai chez les Grecs, chez les Romains, c'était vrai au Moyen-Âge, mais depuis grosso modo la Renaissance, la pratique théâtrale s'est professionnalisée. Et qui dit professionnalisation,
dit encadrement, formation, évaluation, charte de qualité. Et donc, vous avez des personnels qualifiés sur toute la chaîne de production, que ce soit bien évidemment au niveau de l'écriture, de la mise en scène et du jeu, mais aussi sur la partie scénographie, décor, construction, costume, et puis au niveau technique, avec des régisseurs de grande qualité qui manipulent des outils de très haute technologie. Donc, même en entrée de gamme, vous allez trouver des spectacles de facture tout à fait honnêtes. Donc on peut vraiment aller au théâtre sans risque aujourd'hui en France. C'est globalement vrai dans tous les pays de l'OCDE, à part peut-être en Grèce. Bon, après, on aime, on n'aime pas un spectacle. C'est avant tout une affaire de goût. Didier ? En tout cas, on comprend bien ici qu'un tout petit peu de distance, un petit examen critique, un peu de recul, permet de surmonter la plupart de ces fausses peurs qui contrarient la venue au théâtre. Alors après, il y a aussi les angoisses plus ancrées, moins faciles à identifier parce qu'elles ne reposent sur rien de tangible, parce qu'elles puisent leur source dans un traumatisme de l'enfance, lié à un événement la plupart du temps oublié. Et on retrouve là nos fameux 18% chez qui la perspective d'aller au théâtre déclenche une angoisse sourde. Alors, de quel type de traumatisme parle-t-on ? Eh bien, il va s'agir par exemple d'un spectacle interminable, en polonais surtitré, dans lequel vous aurez traîné vos parents et que vous aurez vu dans des conditions de confort incertaines. Ou bien d'une pièce étudiée à l'école à un moment inopportun, une œuvre de Paul Claudel, par exemple, abordée en 6e. C'est totalement contre-productif, ça peut faire de gros dégâts. Ou bien encore d'une humiliation, vécue dans le cadre d'un spectacle participatif. On vous a invité, contre votre gré, à monter sur scène pour servir de faire-valoir donc à un comédien amateur de très mauvais niveau. Et ce mauvais souvenir, cet événement traumatique travaille en fond et sape tous les efforts que vous pouvez faire pour vous résoudre. Alors, pour échapper à ce syndrome, qui est une sorte de PAR au carré, de PAR paroxystique, et face auquel les ressources de la raison sont impuissantes, nous allons faire appel aux ressources de notre corps en effectuant un petit, non pas comme ça, un petit exercice d'inspire, et non pas comme ça non plus. Inspire, expire. On inspire, je m'ouvre à la perspective. On expire, je chasse l'angoisse. Et je recommence. Et c'est tout le corps qui se place naturellement en position d'ouverture. J'ai défermé, je m'ouvre comme une huître, comme une moule. Et à cet exercice, nous allons associer un subtil jeu d'incantation verbale. Je vais au théâtre. Oui, oui, oui. Ça ne va pas être une séance de torture. Non, non, non. Les comédiens jouent devant moi dans l'unique but de me donner du plaisir. Oui, oui, oui. On ne va pas me faire monter sur scène. Non, non, non. Et je peux à nouveau consulter mon programme tranquillement. Je suis ouvert aux propositions qui me sont faites et je choisis le spectacle qui m'intéresse. Et toujours aussi détendu, prends mon téléphone et je réserve ma place auprès de la billetterie. Bonjour madame, je voudrais réserver 2 places pour samedi pour Shakespeare, c'est possible? Formidable. Je dois me régler directement avec ma carte bancaire ou sur place au moment de retirer mes billets. Sur place, c'est extrêmement pratique. Alors c'est entendu. 2 places pour samedi. Je vous remercie. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été à nouveau bien accueillie et d'avoir bénéficié une fois de plus d'un service de qualité. C'est bon pour samedi? Super. J'ai franchi la première étape. Certains d'entre vous pourront avoir un petit coup de mou après avoir réservé leur place. C'est normal, on a dépensé beaucoup d'énergie. Surtout, on ne rappelle pas pour annuler. On boit un verre d'eau, on prend une barre de céréales, ça va passer d'un coup. Et on peut maintenant attaquer notre deuxième étape. Yes. On y va? On y va. Alors Catherine, on y va à 2, on y va à 5, on y va à 8. Est-ce qu'on y va seul?
Alors c'est amusant parce que statistiquement, on y va rarement seul. Et je dirais que pour une première fois, il vaut mieux y aller à deux. C'est plus sympa, c'est plus décontracté, d'autant que vous aurez envie d'échanger dès la fin du spectacle sur ce que vous aurez vu, ce que vous aurez ressenti. Donc allez-y au moins à deux. Mais là encore, pas d'obligation. Si vous n'aimez pas la compagnie, ne vous forcez surtout pas. Et si vous n'avez pas d'amis, parce que vous êtes seul, ce sera peut-être l'occasion de vous en faire des amis. Je plaisante. Qu'il est bête. Et puis on y va sans chichi. On ne cherche pas à se mettre sur son 31. Parce que si cette sortie va être un événement, il ne s'agit pas tant d'un événement social. Non, ça c'est l'héritage du XVIIIe et du XIXe siècle, où le spectacle était autant dans la salle que sur la scène avec un public lui-même en représentation. Aujourd'hui, c'est d'un événement beaucoup plus intime dont il s'agit. Un événement qui réclame de la disponibilité. Et c'est dans cette perspective qu'on va choisir sa tenue. Donc, ni robe longue, mesdames, ni smoking, messieurs, une tenue sport, une tenue casual, sera beaucoup plus adaptée à votre sortie. Tout à fait, Catherine. C'est une tenue décontractée avec des vêtements plutôt amples, respirants. Hein. On va choisir, privilégier donc un coton, un lin si c'est l'été. Là. On va penser aussi à des chaussures qu'on va pouvoir ôter facilement, des mocassins, des bottines, des ballerines. Des baskets à scratch. Non, Catherine, les baskets à scratch sont bouillantes. Non. On va penser à comment se mettre à l'aise. Parce qu'être à l'aise, c'est améliorer sa capacité d'écoute au spectacle. Donc, sa présence au spectacle. Et puis, on arrive au théâtre un petit quart d'heure avant. Peut-être même un peu plus tôt si vous devez récupérer vos billets. Bien sûr, on ne connaît pas forcément les gens qui sont là. Mais là encore, pas de panique. Hein. C'est un peu comme dans un aéroport, si vous avez l'habitude de prendre l'avion. Ou comme dans une gare, si vous préférez prendre le train. L'important, c'est le voyage. On est là, on partance. En transit. On se laisse guider par le personnel d'accueil. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Qui va nous informer de l'ouverture de la salle et nous aider à trouver notre place, si elle est numérotée. Et si elle ne l'est pas, on choisira tout simplement de s'installer suivant son goût. Peut-être dans les premiers rangs, si vous aimez effectivement être au plus près des acteurs. Hein. On est avec eux, on est dans l'action, on est dans la sueur. Non, peut-être un peu plus loin, pour ceux que cette promiscuité impressionne trop et qui auront l'envie d'embrasser la scène comme un tableau. Comme une fresque. Et puis on arrive à sa place, on s'assoit, on pose ses affaires, on est vraiment comme dans un aéroport avant le décollage. On nous a remis un programme de salle. On ne se sent pas du tout obligé de lire. Sa lecture ne va pas rendre notre expérience de spectateur plus riche ou plus intense. Elle va éventuellement la préciser, la cadrer. Donc lisez-le si vous ressentez un besoin de sécurité. Sinon, vous le lirez tranquillement plus tard. Est-ce que j'ai bien fait de venir? C'est une question qui peut évidemment vous retraverser l'esprit. Et immédiatement, vous répondez « Oui, oui, oui !» Surtout, vous ne projetez pas d'image négative. Il ne va pas y avoir de crash au décollage ou en vol. Au pire, c'est 1h38 d'inconfort. Donc tout va bien, on relativise, on ramène les choses à ce qu'elles sont. On va surtout mettre à profit les quelques minutes qui nous séparent du début du spectacle pour trouver quelque chose qui va être d'une importance capitale au bon déroulement de la soirée. On va essayer de trouver son corps de spectateur. Et pour trouver son corps de spectateur, on va faire appel à Jean Vilar. Jean Vilar, figure emblématique du théâtre public français, fondateur du Théâtre National Populaire. Le fameux TNP. Et fondateur du Festival d'Avignon. Ce que vous entendez là, c'est une très pâle imitation des trompettes qui annonce que la représentation va commencer dans la cour d'honneur du Palais des Meubles. Et que nous dit Jean Vilar? Jean Vilar nous dit le spectateur est un homme assis. Son corps est décontracté, ses jambes sont molles. Voilà. Alors, il ne s'agit évidemment pas de calquer sa position sur cette définition de Jean Vilar. Non, c'est un point de départ, une base de travail, à partir de laquelle on va chercher son corps de spectateur. On ne trouvera pas
forcément du premier coup, hein. Il faut le laisser venir. Ça ne se fera pas forcément à la première représentation. La première fois, on est un peu tendu, donc on va être un peu engoncé, un peu gauche dans son corps de spectateur. Et surtout, on va chercher à trouver le corps qui nous correspond le mieux, qui est le plus nous, dans ce petit exercice d'inspiration qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'important, c'est d'être en position de recevoir. Il ne faut pas être en position contre. Si vous vous mettez en contre, rien ne passera. Et rien ne passera d'autant plus que ce qui se passe sur scène va avoir des répercussions dans la salle. Au théâtre, le regard s'entend. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est très juste. Il y a du vivant en face. Et si on a une salle en contre, eh bien on aura un spectacle en contre. Et nous, on veut un spectacle en ouverture. Le théâtre, c'est un échange. On dit souvent que l'acteur donne. S'il donne, c'est qu'il faut recevoir. C'est pas comme au cinéma. Au cinéma, l'acteur a déjà donné. Alors, tout va bien? Oui. Alors, maintenant que tout le monde est bien installé, Eh bien, la pénombre se fait dans la salle, signe que le spectacle va bientôt commencer. Et tandis que le brouhaha des spectateurs cède la place au silence, le rideau s'ouvre sur la scène. ou pas. Parce que parfois le rideau est déjà ouvert, hein. Ou bien il n'y a pas de rideau du tout, comme ici par exemple, hein. Et le décor est déjà visible au moment de votre entrée dans la salle. Et encore, si décor il y a. Oui, et oui, parce que le plus souvent il n'y a pas de décor à proprement parler, hein, au sens figuratif en tout cas. Le plus souvent, c'est juste des tables. Ou juste deux chaises sur un plan incliné. Ou juste une forme abstraite, comme un cube. Oui, ou juste une grosse boule avec des poils. Ou juste un cylindre en métal. Ou juste une vitre en plexiglas qui va scinder l'espace en deux. Ou des tuteurs qui vont faire comme une forêt. Ou un tissu sur lequel est projetée une image. Ou un décor qui tourne, hein, et qui va scinder l'espace en plusieurs espaces. Ou une installation. Et parfois, c'est rien. Parfois, c'est vide. Parfois, c'est nu. Mais là, le rideau s'ouvre, laissant apparaître dans une sorte de torpeur étrange deux ombres qui se font face. Ah. Les acteurs ne jouent pas toujours de face. Ils peuvent jouer de dos, ou même commencer depuis la salle. Et même parfois depuis le hall. On va en profiter pour voir un petit peu si Ils sont gentils, mais bon. Ils peuvent aussi apparaître suspendus à un filin. Ah non, Ou même pas jouer du tout, hein. Donc tout est possible. Au théâtre, on est dans l'espace de tout est possible. Mais là, ils se regardent, ils se font face. Silence. Margaret, France. je reviens du ministère. La ville est la proie des flammes. Non. Oh, je vous le jure, Margaret, j'ai vu des hommes et des femmes courir, cherchant qui un moyen de s'enfuir, qui un abri de fortune. Il nous faut partir, Margaret. Et nos enfants. Ils sont en lieu sûr. Dieu soit loué. Je vais prévenir ma sœur. Alors évidemment, toutes les pièces ne commencent pas comme ça. Donc, nous avons choisi cette scène, qui est le premier acte d'un texte de Friedrich Nach, S'enfuir, parce qu'elle semble illustrer avec beaucoup de simplicité une des forces du théâtre, qui est le pouvoir des mots à travers le corps de l'acteur. Puisqu'en 8 répliques, le décor est planté avec force, avec rage, on est tout de suite avec eux dans le drame, dans cette ville en feu, sans besoin d'autre artifice. Et donc, on va pouvoir se demander qu'est-ce qui se passe pour que là où la demande légitime d'un public de cinéma serait du spectaculaire, du feu, des flammes, je sois autant dedans, avec le langage pour seul support. Ou dit autrement, c'est quoi ce processus qui fait qu'au théâtre, on va faire exprès de vivre devant vous des trucs que vous savez pertinemment faux, mais auxquels vous acceptez complètement de croire. Quand c'est bien fait. Évidemment. Je vous le jure, Margaret, j'ai vu des hommes et des femmes courir, cherchant qui un abri de fortune, qui un moyen de s'enfuir. Il nous faut partout, Margaret. Et nos enfants. ils
sont entendus sûr. Dieu soit loué. Je vais prévenir ma sœur. Ils sortent et elle revient. Ça y est, Reinhild est au courant. Elle est d'accord. Elle est toujours d'accord. Aussi loin que je me souvienne, je la vois d'accord. Déjà 2 ans, elle était d'accord. Je lui disais, Reinhild, ma petite sœur chérie, tu me prêtes ta poupée? Et elle me répondait, oui, Margaret, je suis d'accord. Et je lui disais encore, ma petite sœur adorée, je peux couper les cheveux de ta poupée? Et là encore, elle me répondait, ah oui, Margaret, tu peux les couper, je suis d'accord. Et une autre fois, quel âge avait-elle? Déjà 4 ans, 5 ans. Ah, c'était l'année du déménagement. Ah, quelle affaire que ce déménagement, quelle histoire! Avec toutes ces caisses à remplir, puis le chat que nous avions perdu et retrouvé, reperdu et retrouvé. Enfin bon, c'était l'année du déménagement. Le lendemain, non, le surlendemain peut-être. Bon. J'étais allée la chercher au Kindergarten et elle m'avait donné la moitié de son Apfelstrudel, simplement parce que je lui avais demandé. Pourtant, l'Apfelstrudel est le dessert préféré de ma sœur, et encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle fait de très bons Apfelstrudel, bien meilleurs que tous les Apfelstrudel que l'on peut trouver dans le commerce, bien meilleur même que l'Apfelstrudel du café Gerstner, qui est pourtant considéré comme le meilleur Apfelstrudel Vienne. Ce n'est pas facile de réussir un Apfelstrudel bien équilibré. Tout le monde parle d'Apfelstrudel. Est-ce que quelqu'un saura me dire ce qu'est le vrai Apfelstrudel? Reinhild le sait, elle le sait, ma petite sœur. Alors c'est un moment un peu complexe de la pièce. Parce que Margaret, dans l'évocation de sa sœur, à travers cette passion pour le truc là, nous amène sur le terrain toujours un peu compliqué de la spécialité régionale. Et si on ne s'y connaît pas du tout, on a ce truc là, si ça ne croise aucun de nos centres d'intérêt, eh ben on a vite fait de se sentir exclu. Et en même temps, c'est là qu'il faut faire attention. L'apfel, là, c'est un signe. Est-ce que c'est vraiment de ça qu'on parle? L'affreux, là, c'est peut-être la métaphore, le symbole, l'annonce d'autre chose. Et puis, on est sur une pâtisserie à fort ancrage historique. Le traducteur a fait le choix de ne pas la transformer en un cake ou un 4/4, ou un gouglof ou un kouign-amann, qui ferait plus écho à un public français, surtout si les Bretons ou les Alsaciens. Donc, il y a peut-être un petit effort à faire. C'est pas le moment de décrocher. À un moment, si on va au théâtre, il faut s'y mettre. Il faut se mobiliser. Il faut se dire, tiens, je vais m'intéresser un peu à l'Apfelstrudel. J'y avais jamais pensé. Pourquoi pas? Je reprends. Pardon. La difficulté majeure dans la confection de l'Apfelstrudel réside dans le choix de la bonne variété de pommes, à cause de la forte proportion en eau de la pomme, et parce qu'il faut absolument éviter d'obtenir une pâte à consistance de compote. Le reste, c'est du bavardage, dit Reinhild, et elle a raison. Franz entre en scène. Alors, Reinhild est d'accord. Elle termine de se préparer. Elle vient avec nous. il faut se hâter. Demain, nous ne pourrons plus sortir de la ville. Fin de l'acteur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le premier acte de S'enfuir est le plus court de toute l'histoire du théâtre contemporain. Absolument. 3 minutes 34. Et ce qui est formidable, c'est qu'après ce premier acte fulgurant, qui passe comme un éclair, presque comme un coup de tonnerre, Friedrich Narck nous entraîne dans une véritable odyssée. Odyssée, dans lequel l'intimité du drame familial va sans cesse s'affronter à l'immensité des grands espaces. Comme dans cette incroyable scène de l'acte 2, alors que Franz, Reinhild et Margaret ont enfin réussi à sortir de la ville, ils sont soudain pris dans une violente tempête de neige. Dépêchons, Margaret, la nuit tombe. Il faut se hâter. Reinhild s'est blessé. Sa chaussure a heurté un mauvais caillou. Blessé. Continuez devant, Margaret, je vais la chercher. Blessé, blessé. Est-ce bien le moment de se blesser? La peste soit de ma belle-sœur. Prendre la fuite avec des escarpins. Reinhild,
Où êtes-vous? Reinhild! Je suis là, Franz. Ma cheville me fait atrocement souffrir. Pouvez-vous la bouger? Oui, elle n'est pas cassée. Bon, là, on va la faire debout, sinon vous ne voyez pas. Hein. Mais sur une vraie scène de théâtre, on serait au sol dans la neige. Reinhild! Où êtes-vous? Reinhild! Je suis là, Franz. Ma cheville me fait atrocement souffrir. Pouvez-vous la bouger? Oui, elle n'est pas cassée. Elle semble bien enflée, en tout cas. Enflée? Non, il faudra faire une attelle. Oh, je suis d'accord. En attendant, je vais la frotter avec de la neige. Ça va aider à dégonfler. Plus bas, plus bas. Et là, Franz frotte la cheville de Reinhild avec la neige. Ça dure assez longtemps. Et tout à coup, Margaret revient et dit... Ha! Ça va? Et il répond, c'est juste enflé. Et Margaret dit, il y a une maison abandonnée en contrebas. Nous devrions pouvoir y passer la nuit. Et là, le vent redouble d'intensité. Et c'est très beau. Parce que si on imagine un grand plateau, comme celui du Parvis Saint-Jean par exemple, couvert de neige, on a ces trois corps au milieu de nulle part, et en une image, on comprend qu'ils ont perdu tous leurs repères. Si on ajoute des ventilateurs pour la tempête, et des cris de loup dans le lointain, ça peut faire un truc incroyable. Et alors, quelques jours après, ils arrivent à une frontière et ils vont séjourner dans une auberge vide et fantomatique dans l'attente d'un visa qui doit leur permettre de traverser la frontière. Alors, on parle de visa, on parle de frontières, mais tout ça reste assez flou dans s'enfuir. Je veux dire que ce n'est pas ce que fuient les protagonistes qui est important. C'est vraiment le moment de la fuite qui intéresse l'auteur. Parce que la fuite, c'est la perte des repères. Donc, le bouleversement des relations mises en place au temps de la non-fuite. Avec cette idée que dans la fuite, on ne peut plus se fuir. Dans la fuite, on est confronté à sa vérité. Alors, on est vraiment dans un théâtre de l'intime. Et de l'immensité, à cause de la neige. Oui, de l'immensité, oui. Bon, c'est peut-être un peu confus comme ça, mais quand on voit la pièce, c'est très clair. Surtout avec la fameuse scène des pommes, la scène 4 de l'acte 2. S'enfuir, acte 2, scène 4. Reinhild, j'ai trouvé ces pommes au bord de la route, et je ne sais pas pourquoi, depuis je pense à vous. C'est une obsession, ces pommes tournent dans ma tête. Je me dis, tu dois les offrir à Reinhild. C'est ça que tu dois faire, Franz. Comme je suis touchée. Quelle délicate attention. La paume, c'est le début de l'Apfelstrudel. Hein? Exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. En ces temps difficiles, c'est d'un bon Apfelstrudel dont nous avons besoin. Votre cheville a l'air d'aller mieux. En tout cas, je suis content. Oui, elle ne me fait plus du tout souffrir. Ces paumes sont magnifiques. Et elles ne sont pas tombées de l'arbre de la tentation. Elles étaient au pied d'un mur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et ce ne sont pas des paumes à compote, en tout cas. J'ai l'impression qu'on se voit beaucoup ces temps-ci. Oh, elles sont belles à allure. Elles semblent à la fois fermes et juteuses. Plus que jadis dans la grande maison. Une variété étrangère sûrement, mais je pense que ce sera très bien. On ne se voyait pas beaucoup dans la grande maison. Au jardin, parfois. Quand les étés étaient beaux. Et ils n'étaient pas souvent beaux. Plus je les regarde, plus je me dis qu'elles ressemblent à des rébellas. Vous connaissez cette variété? Oui. J'aime beaucoup les rébellas. Margaret est sortie. Elle ne sera pas de retour avant 1 heure. Une variété grossière, sûrement, mais ce sera très bien. Elles sont appétissantes. Si c'était des roteurs perlèches, non? C'est possible? Il existe tellement de variétés. Ah! Oh, Bidette! Ah! Alors je crois qu'on est là confronté à une dimension centrale dans l'art de l'acteur, qui est celle de la limite. On aborde ici une thématique dans laquelle les notions de contrôle, de maîtrise, de respect du partenaire vont jouer un rôle fondamental. Parce que tout un chacun, et c'est légitime, est en droit de se demander, mais alors, quand ils s'embrassent, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, on risque d'en décevoir beaucoup. Il ne se passe rien. On est dans le geste technique. On est sur la qualité. On est sur la précision. On est dans notre cœur de métier. En fait, cœur de métier, où il ne s'agit évidemment pas de
de faire semblant, mais bien de faire exprès. Tout est prémédité, tout est sous contrôle. Et oui, le théâtre est avant tout un métier, il est important de le rappeler. Exactement. On en est où, là? Alors là, on est toujours dans la forêt. Ah oui, dans l'auberge. Et dans l'auberge. Et tout de suite après, il y a une scène muette. Ah ben, elle est très bien, celle-là. Bon, pas jolie. Mais qu'on va décrire, parce qu'elle est importante pour comprendre tout ce qui va suivre. Une scène muette, dans laquelle Margaret fait un petit peu de ménage en sifflotant. Et c'est important, parce qu'elle sifflote un air qu'elle a déjà entendu par France. Et on comprend que c'est la petite musique de leur couple. Et donc, quelque part, symboliquement, c'est fort. Je vais le faire. Et dans son rangement, Margaret attrape machinalement un cendrier. Et au moment où elle va jeter le contenu du cendrier dans la poubelle, elle s'arrête de siffler net. Elle appelle Reinhild. Reinhild accourt. Et le regard que Margaret va poser sur Reinhild nous montre qu'elle a compris quelque chose de très grave. Et ce regard décontenance Reinhild qui perd tous ses moyens. Et du coup, je vais jouer Reinhild. Bon, on va jouer l'échange de regards, même si à froid, c'est pas très facile. S'enfuir, acte 3, scène 1. Oh! Tu es bien matinale, Reinhild. C'est que j'avais des courses à faire. Et comme Franz allait au village, j'avais pensé que je pourrais l'accompagner. Oui, tu pourrais l'accompagner. Oui. C'est une bonne idée. Franz aime beaucoup aller au village en ce moment. Ah oui? Tu n'as pas remarqué? Je n'y ai pas prêté attention. À la fois, il n'y a pas tellement d'autres choses à faire. Alors, vous allez au village. Oui, c'est ça. Et il faut bien passer le temps. Reinhild, n'as-tu pas autre chose à me dire? Ce rouge à lèvres dont tu t'affubles, ce maquillage, je ne te connaissais pas si coquette. Oh, oui, non. C'est pour amadouer les paysans. Les paumes sont si chères que je dois un peu, pour faire baisser les prix, flatter leurs instincts rustiques. Et si nous parlions plutôt de tabagie? De tabacher? Je ne suis pas sûr de bien te suivre, Margaret. En vidant le cendrier de France, j'ai trouvé ton rouge à lèvres sur sa cigarette. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'après cette scène de confrontation, tout en retenue, eh bien, Freilichner va renverser la vapeur avec une scène extrêmement brutale entre Franz et Margaret. Et ça, c'est un aspect majeur du théâtre. C'est la liberté de jouer sur tous les registres, afin d'être au plus près des mouvements de l'âme. Donc, si vous vous intéressez au mouvement de l'âme, venez au théâtre, vous ne serez pas déçus. S'enfuir, acte 3, scène 2. Je sais tout. Quoi? Tout? Tout. Mais quoi? Tout? Tout. Mais quoi? Tout? Tout, je sais tout, vous dis-je, elle m'a tout dit. Mais tout dit quoi? Qui? Reinhild, Mais quoi? Qu'a-t-elle dit qui vous met dans une telle transe? elle m'a dit que vous aviez, hier, quand la nuit fut tombée, fourré. Fourré? Oui, fourré, ce mot écorche votre oreille. Oh, ce mot fait drôle dans votre bouche. Sachez que je ne fourre jamais rien, à part mon épée dans son fourreau. Oseriez-vous jurer que vous n'avez pas hier, en compagnie de ma sœur, fourré une pâte feuilletée avec de gros quartiers de pommes acidulées et des raisins secs Elle m'apprenait à faire l'Apfelstrudel. et vos roulades dans la cannelle et le sucre et l'écorce d'orange et la noix râpée et la farine de pain malaxée à 4 mains. Mais c'est dans la recette. Comme j'aimerais vous croire, France. Oh, Reinhild vous aime. Et je ne peux rien faire pour chasser de sa tête cette idée. Je n'ai plus sur elle aucun empire. Tout ça est ridicule, Margaret. Margaret! Je lui parlerai et elle chassera de son esprit cette idée folle, je vous l'assure. Margaret! Et Margaret laisse Franz complètement désemparé. Et là, Franz se traîne jusqu'à son lit et plonge dans un songe brûlant.
Alors le songe brûlant n'est pas forcément la chose plus commode à représenter au théâtre. Hein. Mais aujourd'hui, on fait des choses magnifiques avec la vidéo à des prix très abordables. Et la musique aussi peut bien aider, donc bon, un peu d'imagination. France. France. Maman? C'est toi, maman? Non, ce n'est pas maman, c'est Margaret. Oh. France, tu m'entends, France? Oui, je t'entends. Tu as parlé à ma sœur, elle a compris, elle est d'accord? Oui, je lui ai parlé. Je lui ai parlé des heures. Oh, si tu savais comme j'aime lui parler, il me vient des ardeurs insoupçonnées. Sa présence à m'écouter est une telle grâce, je ne connaissais pas ce talent oratoire. Oh, comme j'ai hâte que tu la rencontres, maman. Elle est tellement touchante, tellement pure et toutefois un peu lionne, un peu chatte, minaudant sans excès. Oh, jamais je n'aurais imaginé que l'amour puisse être aussi puissant et allumer de tels feux. Maman? Tu es toujours là, maman? Ce n'est pas maman, c'est Margaret. Oh, Margaret, ma petite femme, mon épouse, courageuse autant que méritante, et loyale, et honnête, et bonne mère, et bonne gestionnaire, et, comment dire, à l'aune de cet amour naissant pour Reinhild, je mesure combien notre mariage fut essentiellement fonctionnel et hygiénique. Oh, mais non, nous nous aimions passionnément. Ah oui, non. Mais si, tu jurais m'aimer comme une bête. J'avais cru. De ces mots-là. Mais je me trompais, je suis confus. Ça n'avait rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est vraiment autre chose. Je m'en rends bien compte maintenant. Il faudrait que tu vois ce que c'est. C'est vraiment beaucoup plus grand que ce que nous avons connu. Il faudrait que tu en fasses l'expérience par toi-même. Il faudrait que tu trouves quelqu'un. Il y a ce garde-frontière qui n'arrête pas de te regarder. Tu devrais l'inviter à dîner. Margaret, tu es là? Qui me parle? Oh, quelle est cette douce voix que je crois reconnaître? C'est ta Raini. Oh, Raini, mon amour, ma joie, ma vie. Les pommes sont sur le feu, un peu trop chuteuses, il faut les faire écorcher. Oui, je comprends. Comme c'est astucieux. Tu as parlé à ma sœur? Oui, je lui ai parlé. Elle m'a invité le garde-frontière à goûter. Oh, quelle merveillosité! Comme je suis heureuse pour elle, je vais leur préparer un apouche-trouble. Tu es trop bonne. Je retourne à mes paumes. Je t'aime. Margaret? Oh, odieuse Reinhild! Je la tuerai! Oh, d'accord. Raini! Tu es au courant du projet de ta sœur. Elle veut te tuer. Et le lendemain, à l'heure du goûter. S'enfuir. Acte 3, 4, 5, 33. Cet Apfelstrudel est magnifique, Reinhild. Dommage que le carte-frontière n'ait pas pu venir. Ce n'est que partie remise. Il m'a promis que nous irions nous promener demain. J'ai bon espoir qu'il se déclare alors et de connaître enfin l'amour dont vous me parlez. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu verras comme c'est beau, comme le cœur part vite et comment ce sont légers et forts à la fois. J'ai hâte. Et moi, je me réjouis, Margaret, de l'issue heureuse qu'ensemble nous avons trouvée. Dans bien des familles, tout ça se serait terminé, et dans un bain de sang. Bien, si nous découpions cet Apfelstrudel. Margaret, prends un couteau.
et découpe l'Apfelstrudel. Depuis que Franz met la main à la pâte, je trouve que la consistance a changé. Oh oui, la pâte est plus souple, elle est mieux travaillée. Margaret propose une part à Reinhild. Oh non, je n'en ferai rien. Prends là, je t'en prie. Oh non, toi tu me gênes, il est pour toi ce carton. Mais cette part, je te la donne. Oh non, non, je n'en veux pas, elle est trop grosse de toute façon, prends-la. Ah non, mais vas-tu la prendre? Oui, maintenant. Je la prends, moi, si vous voulez. Non, Elle menace Franz de son couteau. cette part est pour ma sœur. Bien. Prends-la. Je la prends, je suis d'accord. À la bonne heure. Margaret donne la part à Reinhild. Puis, elle en donne une autre à Franz. Et elle garde la dernière pour elle. Bon appétit. Il est fameux. Il a du goût. Et toi, du coup, non? Les jambes de Reinhild le flagellent soudain. Non, le goût me paraît très bien. Clac, 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 les dents de Reinhild se mettent à claquer. Reinhild est prise de convulsion. Je ne vois plus rien. Que se passe-t-il, Reinhild? Où est le jardin? Où est la maison? Où sont les pommes et la neige? Ah non, il ne faut pas faire tomber les pommes dans la neige. Non, pas les pommes dans la neige. Ah, Margaret, là, derrière le sapin. À la Feuchtroude. Reinhild se fige dans une dernière grimace et tombe brutalement inerte. Elle ne respire plus. Elle est morte. Reinhild est morte. Qu'avez-vous fait, Margaret? Vous l'avez tuée. Et la pièce est finie. Elle était d'accord. Et la pièce est finie. Et le rideau tombe. Oui, et c'est ça qui est extraordinaire avec le théâtre. C'est ça qui est totalement fou et incroyable. Ah oui, parce que... Oui, parce qu'en fait, le théâtre, quand tu regardes, bon, voilà, donc tu te dis, bon, voilà, le théâtre, Oui, ben... oui, évidemment, tu te dis, ouh, le théâtre. Alors qu'en fait, Non, mais oui, mais c'est cette chose incroyable quand même quand tu réfléchis. mais oui, Oui, parce que le théâtre avec tout ça, et puis toute cette... oui, cette voilà. et puis, wow, quoi, c'est dingue, hein. Et avec 3 fois rien. Mais oui, voilà, c'est ça, avec 3 fois rien, hein. Crac, tillé. Ah, voilà. Tu dis là, on est dans la montagne, dans la neige, avec le vent, le froid. Et paf, tillé. C'est dingue. Et puis, tu reviens, c'est le printemps, t'as fait une Apfelstrudel, et c'est bon. Il y a plus de neige, t'entends les petits oiseaux chanter, tu vois passer la Feuchtroude. Avec les raisins et les trucs, là. Non, mais c'est vrai, hein. Et hop, changement de scène, t'es dans la tête du mec, avec ses rêves, avec sa mère, du tac au tac. Hein. Enfin, le théâtre, quoi. Voilà. Avec 3 fois rien. Ben oui, Non, mais c'est dingue, hein. c'est clair. Ouais. Non, mais c'est juste un truc de dingue. Bon, c'est vrai, des fois, ça peut être chiant, le théâtre. Non, c'est vrai, des fois, c'est super chiant. Non, mais c'est vrai, on va se mentir, hein. Il y a des fois où... Hein, Non, mais c'est clair, ça. et puis alors, dans ces cas-là, ben, c'est terrible, hein. Parce que c'est vrai que une pièce de théâtre où tu te fais chier, eh ben, c'est pas comme d'autres moments de la vie où tu te fais chier. Non, c'est pire. Hein. Non, mais c'est atroce à la limite. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Non, mais c'est très mystérieux quand tu réfléchis. C'est vrai. Mais bon, après, tu peux jamais savoir. Hein. Et puis si quand même on s'ennuie, c'est pas si grave. On rêvasse. On dort même, à la limite. Et puis on y retourne. C'est comme tourner les pages d'un livre. Hein. On a le droit, c'est pas interdit. Et puis après, bon, bah, on peut pas présumer de ce qu'il en restera de cet ennui. Hein. Tu peux te faire chier pendant 1h38, et puis dans les jours qui suivent, tu t'aperçois que la pièce, elle continue de te travailler. Mais ouais, mais ouais.
Et puis des fois, tu t'aperçois que cette pièce de théâtre, ben, elle travaille encore 2 ans après. Hein. Et tu t'aperçois en fait qu'elle a complètement bouleversé ton point de vue sur l'art, sur ton petit copain, sur ta femme, sur ton travail, sur je ne sais pas quoi. Non, c'est vrai, je veux dire, c'est très mystérieux. Hein. Mais bon, c'est comme à chaque fois. Il ne faut pas se fermer au premier obstacle. Il faut s'ouvrir. Bien sûr. Non, mais en fait, l'important, c'est le jeu. Le jeu? Oui, le jeu, le fait que ça joue. Tu vois, Ouais. bah, c'est ça joue. Il y a du jeu, il y a un truc qui est désajusté, et puis du coup, bah, ça joue. Ah ça oui! Ça crée un espace. Et du coup... Eh bah, ça crée des possibilités. Oui. Voilà, en général... Et ben voilà. Bon, eh bien voilà, bon, ben, du coup... Mais on en est où, là? Oh, mais oui, bien sûr. 3, après. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est un peu le point d'aboutissement de notre programme, le terme de notre voyage, on pourrait presque dire de notre périple. Donc, on se pose cette dernière question. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, après... Non mais, Julien, je crois que c'est bon là. Alors, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Je me casse. Non mais celle-là, tu ne la feras pas. Je ne vais pas la faire celle-là.